Beaucoup d'historiens considèrent que l'esclavagisme, le mode de production esclavagiste, était la condition nécessaire pour que la démocratie éclose à Athènes. Ce même esclavagisme et la démocratie ont conduit Athènes, au siècle de Périclès, c'est-à-dire au 5e siècle avant notre ère, à avoir une politique impérialiste. On se trouve ainsi devant des contradictions apparentes entre des phénomènes qui sont contraires à ce que nous aurions intuitivement dans nos esprits. De la même manière, il faut avoir en tête que la démocratie américaine s'est construite au départ d'un mode de production qui était le mode de production esclavagiste, et que cette même démocratie américaine est à l'origine d'un génocide sans précédent lorsque, pour avancer vers l'ouest, les colons, les pionniers, pour posséder les terres, ont massacré des peuples entiers indiens. Je commence mon exposé de cette manière pour problématiser le sujet qui sera le mien, à savoir les modes de production aux États-Unis au XIXe siècle. Dans cet exposé, je vais tenter de montrer comment, pour le Sud en tout cas, on est passé d'un mode de production esclavagiste à un mode de production capitaliste. Entendons-nous bien. Quand je dis passer d'un mode de production esclavagiste à un mode de production capitaliste, il ne faudrait pas imaginer pour autant que le premier de ces modes était incompatible avec le capitalisme. Bien au contraire. Et c'est bien la raison pour laquelle la guerre de sécession va se déclencher en 1861. Au début du XIXe siècle, les terres manquent pour les fermiers qui se sont installés en Nouvelle-Angleterre. Ils doivent chercher des terres au-delà, à l'ouest. De plus, les grands propriétaires fonciers se sont arrogés les meilleures terres dans le sud et ont contraint les petits fermiers, les pauvres fermiers, à partir. C'est le point de départ de la conquête de l'Ouest. Entre 1812 et 1852, donc pendant une période de 40 ans, la population des États-Unis a triplé. C'est un chiffre extraordinaire. On est passé de 7 800 000 habitants en 1812 à 23 millions d'habitants en 1852. Je viens de vous expliquer que la conquête de l'Ouest a commencé à partir de ce moment-là et que dans le Middle West, un nouveau mode de vie va se construire qui sera à l'origine de la mentalité pragmatique des États-Unis, des Américains,
et qui a encore des conséquences tout à fait évidentes aujourd'hui lorsque l'on voit l'électorat de Donald Trump. Mon exposé comprendra deux parties. Dans la première partie, je vais parler de l'économie du Sud, et dans un deuxième temps, il sera question du mode de production capitaliste, dans la mesure où celui-ci va l'emporter finalement sous sa forme industrielle au lendemain de la guerre de sécession en 1865. Peut-on dire, et c'était au cœur de l'hypothèse que je formulais dans mon introduction, qu'il y a incompatibilité entre le mode de production esclavagiste et le mode de production capitaliste. Quelle question a dû résoudre le Sud lorsqu'il s'est trouvé devant les inventions technologiques de la révolution industrielle, et plus particulièrement lorsque, en 1793, une nouvelle machine, le cotton gin, a permis d'égrener plus rapidement, beaucoup plus rapidement, ce qui était produit dans les champs, donc de Virginie, de Caroline en particulier. Que cultivait-on dans ces grandes propriétés terriennes? On y cultivait du blé, du maïs, du coton, du tabac, et ceci nécessitait une main-d'œuvre très abondante qui était fournie à l'origine par le commerce triangulaire et qui a permis, j'allais dire, d'élever, parce qu'il s'agissait d'animaux aux yeux des planteurs du Sud, d'élever donc ces troupeaux d'esclaves noirs. Le cotton gin a permis de multiplier par 20 la production de céréales. Mais le paradoxe veut que plus on pouvait produire, et plus de la même égrenée, donc au départ, et de la même manière, plus il fallait donc avoir une main-d'œuvre abondante. Le phénomène s'est passé de la même manière dans les industries, dans les usines. Plus on produisait, et plus il fallait de la main-d'œuvre. Par conséquent, il était indispensable pour les planteurs du Sud de maintenir et de continuer à élever leur cheptel. Je parle toujours ici, et le mot n'a rien de vexant, c'était le mot, c'était en tout cas le concept utilisé par les planteurs du Sud concernant les esclaves noirs. À côté de ça, vous devez vous dire que la pratique de la monoculture a rapidement épuisé les terres du Sud. Et par conséquent, les planteurs étaient à la recherche de nouveaux territoires. Ces territoires se trouvaient à l'ouest. Dès lors va se poser un problème qui est celui, dans le cadre de l'expansion territoriale des États-Unis, qui sont indépendants depuis le dernier tiers du XVIIIe siècle, va se poser dès lors la question de la constitution des différents nouveaux États qui vont être créés. Dans la constitution de ces États, les États du Sud, c'est-à-dire les États dominés par les planteurs, veulent inclure, bien sûr,
l'état de servitude. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va y avoir une tension avec le Nord. La lutte anti-esclavagiste va donc se développer sur cette base et une littérature philanthrope anti-esclavagiste va devenir de plus en plus nombreuse. De nombreuses associations luttant contre l'esclavage vont naître, vont se développer. Il y aura des dizaines de milliers d'adhérents dans ces associations. Mais derrière ces sentiments nobles, philanthropiques, humanitaires, se cache en fait une rivalité entre d'une part le nord industriel et d'autre part le sud rural. Dans les deux cas, on a besoin d'une main-d'œuvre abondante, qu'il s'agisse des usines du nord ou qu'il s'agisse des plantations du sud. Sauf que le mode de production du sud, qui est esclavagiste, oui, mais qui, étant dans une phase de transition dans le cadre de la révolution industrielle, raisonne en termes capitalistes, vous l'avez bien compris, dès lors qu'il y a de nouveaux instruments de travail, ces machines. Donc on travaille à la fois avec des machines et une main-d'œuvre que l'on souhaite garder gratuite. Dans le Nord, c'est le salariat qui prévaut, mais pour autant, il ne faut pas imaginer une opposition de type binaire, manichéenne, entre un Nord sympathique et un Sud qui ne l'est pas. Dans les deux cas, qu'il s'agisse du patronat du Sud, les planteurs, les grands planteurs, ou qu'il s'agisse du patronat du Nord des États-Unis, dans les deux cas, dans le cadre de ces deux systèmes où domine la bourgeoisie, il s'agit bien d'exploiter la main-d'œuvre. Sauf que dans le Nord, on l'exploite par des salaires de misère, par le biais du salariat. Salariat qui apparaît comme plus efficace pour maintenir la classe ouvrière en main. Il y a donc une opposition de valeurs, certes, et l'esclavage est effectivement une condition tout à fait épouvantable pour ceux qui en ont victime, qui sont soumis à leur maître, mais il ne faudrait pas pour autant imaginer que les ouvriers qui travaillent dans les usines du Nord ont un sort très favorable. Je crois que toutes les auditrices et tous les auditeurs qui m'écoutent sont quand même bien au courant de la condition ouvrière dans le cadre de la révolution industrielle au XIXe siècle. Quelles sont les modalités de cette lutte anti-esclavagiste? Il y en a trois. La première de ces modalités, c'est la lutte pacifique. La seconde, c'est la lutte, j'allais presque dire, c'est presque un pléonasme, mais belliciste, militaire. Et enfin, il y a la lutte légale, ce qui sera le cas au lendemain de la victoire du Nord sur le Sud, donc en avril 1865. Je commence tout d'abord par la lutte pacifique. Comment fonctionne-t-elle? Comment se mène-t-elle? Essentiellement dans le cadre d'une opposition au Congrès des États-Unis, une opposition entre deux points de vue qui reflètent des intérêts de classe, mais qui, au fond, reflètent surtout un mode de production différent. Par conséquent, il n'y a pas les gentils et les méchants.
comme ça a pu être représenté dans un certain nombre de films faisant l'apologie de Lincoln, par exemple. Il y a toujours dans le cadre de cette lutte pacifique une abondante littérature qui paraît, dont l'ouvrage le plus célèbre est bien sûr le célèbre livre de British Stowe, qui paraît au milieu du siècle, en 1850, et qui s'intitule La case de l'oncle Tom, où l'auteur, qui ne désire pas en fait, c'est une femme, un pamphlet, dénonce par le récit même qui est le sien, puisqu'il s'agit d'un roman, des cruautés qui sont infligées aux esclaves noirs. Et ceci est très efficace chez les lecteurs du nord des États-Unis. Maintenant, deuxième voie qui va être empruntée dans le cadre de la lutte anti-esclavagiste. Là, je dirais qu'à côté de la voie soft que je viens de décrire, on passe à la voie hard. C'est la lutte donc militaire. Aux États-Unis s'opposaient deux partis. Le parti Whig va être défait, le parti républicain, qu'il ne faut pas confondre avec le profil qu'a aujourd'hui le parti républicain, parce que c'est, je dirais, le paradoxe de l'histoire. Les républicains vont être les progressistes dans la lutte contre l'esclavage, alors que le Sud est un Sud démocrate. Or, aujourd'hui, les républicains sont associés à une politique conservatrice, défendant les intérêts de la classe dirigeante, alors que le Parti démocrate défend plutôt les classes moyennes et les minorités. Ce n'était pas le cas du tout à cette époque-là. Donc il ne faut pas avoir la vision des partis politiques comme nous pouvons les avoir en Europe occidentale. Aux États-Unis, les partis forment un programme sur base d'un certain nombre de thèmes. Et à l'époque, ça n'a pas préjugé, si vous voulez, de la position définitive que ces partis ont eue et qui est la leur, en tout cas aujourd'hui. Donc les républicains arrivent au pouvoir, ils ont dans leur programme très fermement, très clairement la lutte contre l'esclavage, et c'est Lincoln qui, à ce moment-là, est choisi pour défendre les intérêts du Parti républicain. Il est un virulent anti-esclavagiste, il gagne très largement l'élection présidentielle en 1861. Comme il avait dans son programme l'abolition de l'esclavage, tant sur l'ensemble du territoire des États-Unis, tant dans l'ensemble des États, bien entendu, il y a une réaction dans le Sud, des planteurs du Sud, et c'est ainsi qu'en avril, sauf erreur de ma part, oui, 1861, 12 États font sécession, d'où le nom de guerre de sécession. Ils font sécession avec les États-Unis et ces 12 États vont former les États confédérés d'Amérique. Il y a donc une guerre qui va s'enclencher entre les fédérés et les confédérés, les fédéraux et les confédérés. Les troupes du Nord étant dirigées par Grant et ceux du Sud par Lee. Dès le départ, il apparaissait évident que c'était le Nord qui allait l'emporter parce que le rapport de force était tel que ça ne pouvait pas, il ne pouvait pas y avoir d'autre issue. En effet, dans cette guerre de sécession, il y a 23 États du Nord contre 12 États dans le Sud. Il y a
dans le nord, 22 millions d'habitants, 9 millions dans le sud. L'armée du nord est composée de 2 millions de soldats, celle du sud de 800 000 hommes. Mais surtout, ce qui va faire la différence, c'est évidemment l'appareil industriel. Le Nord a un potentiel industriel qui est infiniment plus important que le Sud. Là se trouve toute la différence, même si évidemment les autres paramètres que j'ai évoqués, ne fût-ce que, comment dirais-je, un nombre très largement supérieur en nombre d'hommes sur le terrain, ne sera pas négligeable. En 1863, Grant bat les troupes de Lee à Gettysburg. La guerre va encore durer 2 ans, mais enfin on peut dire que tout était joué dès 1863. Et au mois d'avril 1965, le Nord l'emporte. Quelques jours après, Lincoln est assassiné. Et une nouvelle situation apparaît. Le pays est fortement divisé, donc je vous ai dit tout à l'heure que les États-Unis naissent effectivement en 1873, si vous voulez, avec le Boston Tea Party, puis plus formellement en 1787 et 1789, moment où George Washington devient président de l'Union, mais en fait, on peut dire que c'est à partir de 1865 qu'il y a une seconde naissance des États-Unis, puisque à partir de ce moment-là, le Nord industriel l'a emporté sur le Sud, donc le mode de production capitaliste l'a emporté sur le mode de production esclavagiste, même si celui-ci était teinté de capitalisme, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure. C'est le moment, le dernier tiers du XIXe siècle où se produisent les plus grands massacres d'Indiens. Donc, vous retenez, fin d'esclavage, mais pas de la ségrégation. Il faudra attendre encore une centaine d'années. Il faudra attendre le milieu des années 1960. Martin Luther King, je ne reviens pas sur le combat pour les droits civiques. Donc, fin d'esclavage, fin de la guerre de sécession, mais ça veut dire qu'un pays a été profondément divisé à ce moment-là. Ça ne se résout pas en quelques années. Il y a encore des traces, des séquelles de cette victoire du Nord sur le Sud aujourd'hui. On le voit bien en regardant les informations. Ensuite, n'oublions pas qu'il y a donc aussi le massacre des Indiens. Donc on peut dire que c'est un siècle après la naissance officielle des États-Unis qu'on peut dire que les États-Unis modernes naissent véritablement, même si tout cela est évidemment préparé par cette révolution industrielle, par le nationalisme, par la conquête de l'Ouest, qui se mettent en place déjà dans les décennies précédentes. Voilà, donc, le Nord l'a emporté sur le Sud. Mais le problème reste entier sur le plan politique et social. Le président qui succède à, comment dirais-je, à Lincoln, qui s'appelle Jefferson, sauf erreur de ma part, voulait une réconciliation entre le Nord et le Sud, une reconstruction rapide du Sud, mais il se trouve face au Congrès qui n'a pas apprécié la manière dont les opérations ont été menées pendant la guerre, dont le pays a été géré sur le plan politique, et par conséquent, le Congrès tient à occuper militairement le Sud. Et lors des élections législatives, va soutenir massivement les candidats nordistes qui se présentent dans les États du Sud. Dans le Sud, la mentalité n'a évidemment pas changé parce qu'il y a eu la victoire du Nord. Les mentalités ne se changent pas comme ça.
Et par conséquent, ce qui s'est passé, c'est que, suite au vote du 14e amendement à la Constitution des États-Unis, qui indiquait bien que toute personne née ou naturalisée aux États-Unis devient à part entière citoyen des États-Unis. Le Sud rétorque par des contre-mesures venant non pas du Congrès fédéral, mais des parlements des différents États, où l'on tente de restreindre au maximum les droits des 3,5 millions d'esclaves dorénavant affranchis, donc libres. Le Nord ne va pas l'entendre de cette oreille, bien entendu, et au Congrès, un 15e amendement, donc un amendement supplémentaire, est voté, par lequel il est bien précisé, cette fois sans aucun doute possible, qu'il ne peut y avoir de différence entre les citoyens américains, de quelque sorte que ce soit, et qu'il ne peut y avoir de différence suivant la race et la couleur des citoyens américains. Donc cette fois-ci, on indique très clairement la race, la couleur, mais aussi on précise qu'il ne peut y avoir de différence non plus parce que anciennement on était dans un état de servitude, donc pour ceux qui n'auraient pas encore compris dans le Sud. Ceci, évidemment, va conduire les autorités fédérales à intervenir même par des mesures de police à ce moment-là, sur le plan intérieur des États, qui sont censés quand même être autonomes, mais dans le cadre d'une union. Et comme vous le savez, la ségrégation aux États-Unis, dans les écoles, dans toute une série, dans les transports, etc., va continuer jusque dans les années 60, et je ne parle pas des lynchages et de toutes les persécutions qu'ont vécues les Noirs encore pendant un siècle. Voilà. Donc la situation, donc cette guerre de sécession conduit à une réunion théorique entre le Nord et le Sud, mais où les sentiments, si on peut parler de sentiments agressifs vis-à-vis des populations noires, restent très présents. Alors, maintenant, après avoir parlé donc des luttes à la fois pacifiques, puis de la lutte militaire et enfin de la lutte légaliste, j'en arrive maintenant au fonctionnement du mode de production capitaliste. Dans ce cadre, je vais aborder tout d'abord les moyens de production et ensuite la lutte des classes. Je commence donc par les moyens de production. Je vais voir quels sont les nouveaux moyens de production qui se mettent en place dans les 3 secteurs de l'économie, secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire. Je commence donc par le secteur primaire. Aux États-Unis, il y a des régions qui sont très riches par leur sous-sol. On va donc procéder à l'exploitation minière de ce sous-sol avec les moyens qui sont extrêmement importants fournis par la technologie résultant de la révolution industrielle qui s'est mise en place, comme vous savez, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en Angleterre et qui, à partir de là, va, se répandre en Europe occidentale et aussi donc aux États-Unis. Dans le domaine de l'agriculture, il va y avoir, parce qu'on oublie souvent, la révolution industrielle, oui, mais la révolution industrielle n'a pas eu que des conséquences dans le secteur secondaire, c'est-à-dire dans le secteur de la transformation des matières premières, mais dans l'agriculture elle-même, parce que dans les usines, on va fabriquer toute une série de machines nouvelles pour produire
davantage sur cette terre immense qui couvre les États-Unis, et parmi ces inventions, l'une d'entre elles est très importante, c'est la moissonneuse McCormick, qui est utilisée à partir de 1840, donc McCormick. Ceci va permettre de quintupler la production des céréales dans le Middle West. J'en arrive maintenant au secteur secondaire. Là, il y a toute une série d'inventions très importantes qui sont faites. Alors, il faut savoir que à partir des années 1860-1865, il va y avoir donc un coup de fouet qui résulte des productions massives dans le domaine de la sidérurgie pendant la guerre. Il faut savoir que les guerres sont souvent des accélérateurs pour l'industrie. On l'a vu, enfin, vous le savez, pour la Première Guerre mondiale, et quand même, les États-Unis ont profité, en tout cas les industries sidérurgiques américaines ont profité de la Seconde Guerre mondiale pour finalement dominer une grande partie du marché mondial. Donc, il y a eu de nombreux brevets qui ont été déposés auprès de l'Office central des inventions, l'Office fédéral, et surtout à partir des années 1860-65. Le nombre de brevets devient quelque chose de gigantesque. Dans ce cadre-là vont être inventés des convertisseurs, le four à sol. Alors, quand je pense aux convertisseurs, je pense en particulier au four à sol, je pense en particulier au procédé Thomas et au procédé Martin. L'industrie sidérurgique se développe, cela permet, entre autres choses, le développement d'un réseau ferroviaire extrêmement important, qui va d'ailleurs, être au moins partiellement monopolisé par le célèbre Vanderbilt, le chemin de fer va en effet couvrir progressivement l'ensemble du territoire des États-Unis. Des lignes vont être tracées reliant le nord au sud, d'abord sur la côte est, puis des lignes vont être construites également reliant l'est à l'ouest. Il ne m'appartenait pas ici de vous expliquer toute l'expansion territoriale des États-Unis, c'était matériellement pas possible vu le cadre que je m'étais donné, mais donc les États-Unis, qui au départ comprenaient 13 États au moment de l'indépendance, vont progressivement devenir 50. Et ça, c'est toute l'histoire, territoriale des États-Unis dans le courant du XIXe siècle, qu'il faudrait raconter, mais que je ne raconterai pas faute de temps. Alors, à côté de ces découvertes-là, de ces inventions-là, il y a toujours dans le secteur secondaire la dynamo, qui a été inventée par un Belge, un Liégeois, Zénogramme, et qui a été perfectionnée par Edison. Il y a, venant d'Edison également, une invention essentielle qui va éclairer progressivement les grandes villes et puis l'ensemble des États-Unis, mais ça va se faire lentement à partir des années 1880. Donc c'est l'invention de la lampe à incandescence, donc les ampoules électriques que nous utilisons maintenant régulièrement dans nos logis, mais qui sont cette lampe à incandescence qui permet effectivement d'éclairer les rues la nuit. Donc ça a complètement changé le rapport des individus par rapport à leur perception de la nuit. Avant, il y avait des lampes au gaz, bien entendu, mais à partir du moment où vous avez des ampoules électriques, ceci va
changé complètement le rapport que l'être humain a vis-à-vis de la nuit, qui était associé quand même à l'insécurité, au brigandage. Je passe maintenant au secteur tertiaire. Alors là aussi, il y a toute une série d'inventions. Quand je dis secteur tertiaire, je fais référence ici principalement au secteur des communications, alors que le secteur tertiaire est évidemment beaucoup plus large. En ce qui concerne les communications, à la fin du siècle, à l'extrême fin du siècle, mais je fais aller, je dirais, le 19e siècle comme souvent jusqu'en 1914, il y a l'invention quand même de l'automobile. Ça va être une révolution très importante. Jusqu'à présent, je vous ai surtout parlé comment dirais-je, de cette première phase de la révolution industrielle, avec la vapeur, avec surtout l'expansion de la sidérurgie. Ici, d'ailleurs avec Edison, on est très clairement dans la seconde révolution industrielle, et puis avec la nécessité d'avoir un carburant peu cher et abondant, on est dans la seconde révolution industrielle, avec donc l'usage du pétrole comme source d'énergie à côté de l'électricité. Donc, invention d'automobiles, le chemin de fer, j'en ai déjà parlé, les bateaux à vapeur, je viens de rappeler le rôle de la vapeur, en tout cas dans les usines au départ, mais aussi pour circuler sur les grands fleuves comme le Mississippi ou le Missouri, pour voyager également sur l'Atlantique ou le Pacifique. Donc, un énorme développement du secteur du transport lié donc à une production de plus en plus massive de matières premières et grâce à ces technologies nouvelles et grâce à la production, surtout de produits finis, de produits transformés dans les usines. Alors à côté de ça, toujours dans le domaine de la communication, mais ici il ne s'agit plus de la communication, je dirais, lourde, il s'agit de la communication liée à l'électricité. Je pense tout d'abord à l'invention du télégraphe électrique par Morse en 1844, je pense à l'invention du téléphone par Bell en 1876, je pense aussi dans le dernier tiers du 19e siècle à l'invention de la machine à écrire, de la machine à calculer, qui sont en fait toutes des machines qui sont liées au développement d'économie et à l'expansion du mode de production capitaliste. Dans le domaine de la presse, invention du linotype, de la rotative, de presse automatisée qui remplace les vieilles presses qui étaient utilisées précédemment, invention de la plieuse également. Donc tout cela pour permettre une information plus rapide et permettant surtout des dividendes importantes pour ceux qui investissent dans ce domaine de la communication. Voilà. Donc vous avez bien compris que les instruments de travail, les moyens de production connaissent un développement inédit depuis la création de l'humanité en un espace de temps extrêmement court. Donc on est vraiment en plein dans la révolution industrielle. Maintenant, comment, dans le cadre de cette révolution technologique, comment vont s'établir les rapports de classe ? Les rapports de classe, en fait, sont définis par le mode de production. Il y a d'une part ceux qui possèdent les moyens de production, et d'autre part ceux qui n'en possèdent pas, qui ne possèdent que leur force de travail, que leurs muscles ou leur cerveau, le cas échéant, et qui par conséquent sont à la merci des propriétaires des dits moyens de production. Alors, comment s'organisent les capitalistes ? Parce qu'il faut quand même remettre la pyramide sur sa base, alors que les classes, la bourgeoisie, volontairement,
pour des raisons idéologiques évidemment et de propagande, inverse les données de la lutte des classes, les patrons disent toujours que la lutte des classes est inventée par différents partis, les communistes en l'occurrence, hein, qui suscitent dans le cadre d'une politique, d'une stratégie avec un parti d'avant-garde, la révolte chez les ouvriers. Il faut bien savoir que la lutte des classes, elle est organisée par la bourgeoisie, par le patronat. Lorsque des ouvriers se mettent en grève, ils ne font que se défendre, ils sont dans une position défensive. Ils ne sont pas, contrairement à ce qui est dit, et encore aujourd'hui, on entend cela à foison dans les médias, les ouvriers ne sont pas, le prolétariat n'est pas dans une attitude offensive. Il doit constamment se défendre en réagissant, suivant le rapport de force à un moment donné, dans le cadre de phases aiguës, ou au contraire dans des phases où l'apathie domine, hélas. Alors, comment les capitalistes s'organisent? Alors, cette classe bourgeoise s'organise sur le plan intérieur et sur le plan extérieur, mais avec, je dirais, dans la même optique, faire des profits, bien entendu, les plus substantiels possibles. Alors, sur le plan intérieur, vont se mettre en place au XIXe siècle, et plus particulièrement dans la deuxième moitié du XIXe siècle, les choses vont se renforcer encore après la guerre de sécession, après 1865, donc dans le dernier tiers du XIXe siècle, se mettent en place de véritables concentrations industrielles. Alors, ces concentrations industrielles, elles résultent de ce que l'on appelle encore aujourd'hui, vous savez, les économies d'échelle. Il s'agit pour les capitalistes, de rassembler des entreprises, des firmes qui auparavant étaient concurrentes, dans une même structure, avec un conseil d'administration unique, dans le cadre de ce que l'on appelle des sociétés, et au-dessus même, il y a l'instauration de trusts. Alors, les trusts, ce sont des associations, si je puis dire, de sociétés qui elles-mêmes comprennent de nombreuses entreprises, tout cela dans le but de contrôler l'économie de la production jusqu'à la distribution. Ça peut conduire à des situations monopolistiques, ce fut le cas de Rockefeller dans le domaine du pétrole. On voit tout de suite les avantages de cette concentration du capital, de cette concentration de la décision, parce que ça lui permet d'acquérir des marchés plus importants, de réduire fortement la concurrence, mais surtout aussi de pouvoir établir un rapport de force qui lui soit favorable lorsqu'il s'agit de rédiger des contrats de travail. Donc autrement dit, ceux qui vont travailler dans ces gigantesques complexes, dans ces usines qui ne se font plus qu'en concurrence dans certains secteurs, seront à la botte du patronat, à la botte de la bourgeoisie. Il y a des réactions politiques qui vont se faire jour dans la mesure où il est apparu qu'un certain nombre d'hommes politiques étaient très clairement de mèche avec les grands patrons qui investissent dans le domaine de la politique et qui par conséquent mettent en place, font voter au Parlement des lois qui leur sont favorables. Mais l'électorat a été sensible, en tout cas un certain électorat, lorsque l'on a révélé dans la presse, dans une certaine presse, ce type de procédé, et des politiciens se sont emparés de ces thèmes pour voter des lois antitrust, et plus particulièrement celle bien connue de 1913. Qui empêchait
la formation de trusts qui empêchait en particulier la libre concurrence de pouvoir fonctionner. Entendons-nous bien, ceux qui ont proposé la loi antitrust n'étaient pas du tout des philanthropes, des bienfaiteurs. Ils fonctionnent dans le cadre d'idéologies dominantes pour que le système capitaliste fonctionne, mais avec une libre concurrence. Dans le cadre de la libre entreprise, il ne s'agissait pas du tout pour eux de voter donc, et d'aller dans le sens de mesures sociales. J'en arrive maintenant, après la stratégie qui est menée sur le plan intérieur, à la politique extérieure des États-Unis. Alors on peut voir qu'il y a deux phases. Une première phase isolationniste. Alors cette phase isolationniste avait déjà été prônée par Washington, qui se rendait bien compte et qui demandait aux entreprises de ne pas signer d'accords avec des groupes qui se trouvaient hors des États-Unis, parce que hors des États-Unis, qu'est-ce que vous aviez à la fin du XVIIIe siècle? Vous aviez uniquement des puissances coloniales, c'est-à-dire la Grande-Bretagne, qui était le pays dont on s'était détaché, il y avait l'Espagne, et puis il y a également la France. Par conséquent, il s'agissait de permettre au capitalisme américain d'avoir un développement autonome qui ne le mette pas dans la suggestion, la soumission des puissances coloniales. Ceci a été théorisé par le président Monroe en 1823 dans sa fameuse déclaration Monroe. Pourquoi 1923? Parce qu'en 1922, l'Argentine et le Chili deviennent indépendants de l'Espagne et les États-Unis mettent en garde les puissances européennes qui ont encore des tas d'intérêts, qui possèdent encore une grande partie des Amériques à ce moment-là, même si l'Espagne depuis 1810 voit son empire se décomposer progressivement. Les États-Unis avaient mis en garde les puissances européennes en disant « Nous ne nous sommes jamais mêlés de ce qui se passait en Europe, donc vous n'envoyez pas un corps expéditionnaire, enfin à la demande de l'Espagne, pour récupérer les colonies ex-espagnoles qui sont en train de devenir indépendantes. » Les États-Unis ne voulaient pas effectivement avoir des troupes qui arrivent d'Europe, un corps expéditionnaire qui serait arrivé au Mexique, à la frontière des États-Unis. Ce n'était pas acceptable pour les États-Unis. N'oubliez pas qu'en 1815 s'est tenu, à la suite des guerres napoléoniennes, à Vienne un congrès, et que dans ce congrès, une alliance s'était formée, la Sainte Alliance des vieilles monarchies absolutistes, qui s'étaient mises d'accord suivant le principe, si l'un d'entre nous, si l'une de nos monarchies est attaquée, les autres viendront à son secours. C'est d'ailleurs, pour les Belges, en 1830, une chance, si je puis dire, que les Polonais aient fait leur révolution au même moment, ce qui a mobilisé les Russes pour reprendre Varsovie et la Pologne, et qui donc a empêché donc les Russes d'aller plus loin. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles, je dis bien pour lesquelles la Belgique a pu ainsi, comment dirais-je, mener à bien sa révolution sans intervention de troupes extérieures, sinon les Hollandais bien entendu, qui étaient encore chez eux, à ce moment-là si je puis dire, hein, les Néerlandais. Voilà. En revanche, Monroe n'exclut pas du tout une expansion territoriale des États-Unis en Amérique. Autrement dit, les Européens n'ont pas à intervenir aux Amériques, qui deviennent donc une chasse gardée des États-Unis, qui considèrent au fond l'Amérique latine comme son arrière-cour.
D'où le développement d'un impérialisme américain, avec comme objectif très clairement, et c'est dit d'ailleurs dans les discours, la constitution de marchés où l'on puisse avoir des débouchés pour les produits issus des usines, des fabriques états-uniennes. On légitime tout cela évidemment par des boniments, l'apport de la civilisation, la sécurité, l'ordre comme toujours. Et comme modalité, il y a deux types de modalités pour le développement de cet impérialisme. D'abord, une première modalité qui est de type commercial. En 1889, les États-Unis proposent aux États d'Amérique latine la formation d'une union douanière. Il y aura l'opposition en particulier de l'Argentine, mais pas seulement, qui voit d'un mauvais œil cette capacité que pourraient avoir les États-Unis d'une ingérence dans le Sud. En 1914, les États-Unis inaugurent le canal de Panama. Alors théoriquement, Panama, c'est un État qui, je dis bien théoriquement, est indépendant, mais en fait, Panama, c'est une république bananière fabriquée par les États-Unis, et la location du canal de Panama par les États-Unis va leur permettre, bien sûr, d'éviter la circumnavigation autour de l'Amérique du Sud pour rejoindre le Pacifique. Ça va leur permettre également d'échanger plus facilement à l'intérieur même comment dirais-je, des États-Unis, en faisant passer des produits donc de la partie occidentale des États-Unis vers la partie orientale, de la partie orientale de l'Est vers l'Ouest des États-Unis. Ça va permettre aussi et surtout d'avoir des communications avec les pays qui se trouvent donc sur la côte pacifique de l'Amérique du Sud, mais les États-Unis ne vont pas s'arrêter là, et j'en arrive à la deuxième modalité, ce sont les modalités militaires. Les États-Unis vont avoir des objectifs impérialistes d'expansion, de conquête, d'une part dans les Antilles. En 1898, les États-Unis font la guerre à l'Espagne, qui va rapidement s'écrouler. Les États-Unis, à ce moment-là, à la suite de la défaite de l'Espagne, non seulement vont occuper Cuba, mais vont occuper également les Philippines. Ils vont occuper également les îles Mariannes, les îles Hawaï. Donc en fait, l'impérialisme américain, qu'on aurait pu imaginer rester confiné aux Amériques, va se répandre, va se développer donc dans le Pacifique, à un moment où une autre puissance apparaît, surgit à ce moment-là, c'est le Japon, qui, dans la dernière décennie du 19e siècle, va vaincre la Chine, et au début du 20e siècle, va même vaincre également la Russie. Ça devient une grande puissance dont il va falloir tenir compte, et on connaît la suite au 20e siècle. Maintenant, du côté des salariés. Alors, du côté des salariés, les salariés sont sur la défensive. Ils sont sur la défensive. On compte déjà quand même, en 1836, 300 000 syndiqués dans les États de la côte Est. Un an plus tôt, déjà, les ouvriers de Philadelphie étaient parvenus à obtenir la journée des 10 heures, ce qui nous paraît beaucoup, mais enfin c'était une grande victoire à ce moment-là. Ça va être le départ d'une série de conquêtes, mais qui se feront très difficilement, ces conquêtes sociales. Aujourd'hui, on a l'habitude de parler d'acquis sociaux, mais il ne faut pas oublier que tous ces acquis sociaux ont été conquis, et souvent de haute lutte. Donc, lorsque j'étais syndicaliste,
aux syndicats, on parlait toujours de conquis sociaux et non pas d'acquis sociaux. Parce qu'on a une position un petit peu conservatrice. Quand on parle d'acquis sociaux, on est vraiment dans une position défensive. Or, à un moment donné, mais il faut essayer d'aller de l'avant. Quand on voit comment le capitalisme s'est développé ces dernières décennies, dans les années depuis 90, donc depuis 30 ans pratiquement, on voit que les revenus du capital sont devenus beaucoup plus importants, ont cru de manière nettement plus importante que les revenus du travail. Donc là, il est difficile pour les dirigeants, même s'ils le font, de parler de la nécessité de protéger la compétitivité et tout le discours que l'on entend du matin au soir. Voilà, je crois, j'ai été un petit peu rapide, mais c'est parce que j'ai un rendez-vous qui m'attend juste après ceci. J'espère que vous avez bien compris comment fonctionnait le système, le mode de production esclavagiste, comment le mode de production capitaliste s'est mis en place dans le cadre de la révolution industrielle. Je vous ai parlé de ces moyens de production inimaginables qui résultent d'inventions diverses et qui résultent de besoins à ce moment-là, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, avec la moissonneuse McCormick, que ce soit dans le secteur secondaire, je parle des progrès dans la sidérurgie, à toutes ces découvertes qui ont permis, à ces inventions qui ont permis au secteur des communications de se développer à grande vitesse, dans le domaine des transports, dans le domaine de l'information également, et évidemment, sur base de cette base matérielle, se constitue, s'édifie une société de classe où le patronat a l'avantage, parce qu'il dispose de moyens de capitaux tout à fait considérables. On a vu la politique qui est menée tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur pour disposer de revenus encore plus importants. Et puis, en dernier lieu, je vous ai parlé très rapidement de l'organisation des salariés, et ceci se fit avec beaucoup de douleur, puisque pensez à ce fameux 1er mai 1886 où au Haymarket à Chicago, des ouvriers ont été tués par la police. Maintenant on sait très bien qu'il s'agissait d'un coup monté par la police, et voilà, le 1er mai depuis lors est devenu donc la fête des travailleurs et non pas la fête du travail, comme on le dit souvent, parce que le travail n'est pas en soi quelque chose qu'il faut fêter, mais en revanche, il faut fêter, célébrer en tout cas le courage des travailleurs qui, à la sueur de leur front et parfois même de leur sang, doivent se battre pour assurer leur quotidien. Il me reste, comme d'habitude, à vous montrer quelques ouvrages. Je vous montre tout d'abord des ouvrages généraux. L'Atlas historique de l'Amérique du Nord, de Eric Homberger, dans la collection Autrement. Ensuite, de Artaud et Caspi, l'histoire des États-Unis, dans la collection U chez Armand Collin. L'histoire des États-Unis en que sais-je de François Durper, elle est assez récente, donc très fiable. Enfin, c'est pas parce qu'elle est récente qu'elle est fiable, mais en tout cas l'auteur est très compétent. Alors là, évidemment, un ouvrage que tout le monde doit posséder quand on travaille sur l'histoire des États-Unis, la fameuse histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, dans la collection Agon, qui est une histoire critique, qui remet en cause des tas de préjugés et d'idées toutes faites que l'on peut avoir sur l'histoire des États-Unis, de Claude Coulon, l'Amérique au XVIIIe siècle, la naissance des États-Unis, donc qui précède en fait la période dont il a été question ici, publié dans la collection Guy de Belles-Lettres, l'Amérique anglo-saxonne de 1815 à nos jours de Claude Follen. Pour le XIXe siècle, vous pouvez l'utiliser, évidemment pour le XXe siècle, ça va jusqu'en 1965, mais Claude Follen était un grand américaniste, professeur à la Sorbonne, de Pierre Mélandry, Histoire des États-Unis depuis 1865. Il s'agit d'un manuel d'enseignement supérieur chez Nathan.
de Caspi et autres, la civilisation américaine aux presses universitaires de France. Alors, sur des sujets plus pointus, Nous, le peuple, les origines du nationalisme américain par Élise Marian Strass, Bibliothèque des Histoires Gallimard. America, 3 siècles d'émigration aux États-Unis, 1620-1920, présenté par Janine Brun dans la collection Archives, donc c'est un recueil de documents. La vie quotidienne au Far West, 1860-1870, de Claude Follen, déjà cité, en Hachette Littérature. De Claude Guérin, le mouvement ouvrier aux États-Unis, 1867-1967, petite collection Maspero. De Élise Marian Strass, qu'on a déjà vu, La résistance indienne aux États-Unis, collection Folio. Donc ça couvre la période qui va du XVIe siècle au XXIe siècle. Alors, un ouvrage très intéressant de Pekka, alors je crois que c'est un Finlandais ou une Finlandaise, si mes souvenirs sont bons. Alors, c'est un nom difficile à prononcer, c'est Amalainen, et s'il se prononce à l'allemande, le A avec tréma, ce sera... Enfin bref. L'Empire Comanche, dans la collection Griffes Essais. Alors, ouvrage extrêmement intéressant, parce qu'on ne parle jamais de l'histoire des Indiens. Voilà un ouvrage extrêmement bien fait. Alors, Les Noirs aux États-Unis par Claude Follen, que sais-je? Daniel Guérin, de l'oncle Tom aux Black Panthers, en 18. Alors, Histoire de New York par François Weil, chez Fayard. Alors, bien sûr, de la démocratie en Amérique de Tocqueville, c'est un grand politologue, philosophe, qui était aux États-Unis, qui s'est rendu compte sur le terrain de cette puissance qui était en train de naître. C'est un auteur extrêmement intelligent, hein, et qui voit vraiment très clair. Ici, dans la collection Flammarion. Alors, je poursuis. Alors, quelques romanciers du XIXe siècle qui sont assez, comment dirais-je, qu'il faut lire parce qu'ils sont révélateurs de la mentalité des Américains de cette époque-là. Alors, publié en 1850, la lettre écarlate, donc Scarlet Letter, de Nathaniel Hawthorne. Voilà, ici en traduction française chez Folio. C'est l'histoire, comment dirais-je, de puritains qui condamnent des femmes, une femme pour sorcellerie au 19e... non, ça se passe à la fin du XVIIe siècle, si mes souvenirs sont bons. Alors, du même auteur, les contes, Tells. Si je vous les montre, je vous montre ces ouvrages parce qu'ils sont vraiment révélateurs. Alors, il y a du même auteur, alors là c'est 1855 si mes souvenirs sont bons, donc Leaves of Grace, donc Feuilles d'herbe. Alors en fait il s'agit de poèmes, mais qui sont tout à fait révélateurs de la mentalité donc, de ces pionniers. Alors de Henry James, alors c'est un auteur postérieur, Les Bostoniennes, que je vous conseille, beaucoup aimé. Et enfin, pour terminer, excusez-moi de ce pas de charge, alors, un roman que vous n'avez peut-être, que beaucoup de gens n'ont pas lu, mais qu'ils connaissent bien, parce qu'il a été mis en scène dans un film très célèbre, dont les protagonistes, les acteurs principaux sont Clark Gable, et d'autre part Vivien Leigh, à savoir « Autant en emporte le vent ». Je vous montre ici le tome 1, en livre de poche. Il y a 2 tomes qui font chacun près de 700 pages. Et vous connaissez le film qui date de 1939, si je ne m'abuse. Roman qui couvre la guerre de sécession
et qui part comment dirais-je, de l'histoire d'une famille qui possède des terres, donc ce sont des planteurs du sud des États-Unis. J'ai dit